Bonjour Christian Chavagneux, Bonjour. on est des élèves de première ES du lycée Sainte-Croix de Neuilly. On voulait vous poser quelques questions et on voudrait d'abord si vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Christian Chavagneux, je suis éditorialiste au mensuel Alternative économique et au quotidien numérique Alter Eco Plus, et j'ai écrit plusieurs ouvrages sur les paradis fiscaux. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous venez me voir. Exactement. Alors est-ce que vous pouvez nous définir, vous pouvez nous donner votre propre définition du paradis fiscal? Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition officielle du paradis fiscal, donc tout le monde construit à peu près la sienne. On peut dire que ce sont des territoires, ce sont d'abord des inventions juridiques, hein. Un paradis fiscal, d'habitude on pense que c'est un territoire, la Suisse, les îles Caïmans. En fait c'est surtout un artefact, une invention juridique qui consiste à faire quoi? À séparer le lieu où une transaction économique a lieu et l'endroit où elle est enregistrée et donc taxée. Par exemple, toucher des revenus, faire des profits, toucher un héritage à un endroit et les déclarer et les taxer à un autre endroit. C'est le principe même du paradis fiscal, c'est ça. Pour faire ça, le paradis fiscal, il s'appuie sur plusieurs piliers. Le premier, c'est un taux d'imposition faible, voire nul. Le second, c'est le principe de la résidence fictive, c'est-à-dire pouvoir être habitant d'un pays et déclarer qu'on est un habitant d'un autre pays, pouvoir dire qu'on est une entreprise d'un pays et déclarer qu'on est une entreprise d'un autre pays. Et puis le secret bancaire pour les particuliers et l'opacité des produits financiers pour les grandes entreprises. Voilà, je dirais l'ensemble, ce qui permet de définir un paradis fiscal. Et donc, quelle différence faites-vous entre paradis fiscal et évasion fiscale? Alors, l'évasion fiscale, normalement, c'est quand on tourne un petit peu autour de la loi pour payer moins d'impôts. Il faut d'abord rappeler que la première façon de ne pas payer d'impôts, c'est d'appliquer la loi. Quand on parle d'utilisation des paradis fiscaux, on parle de gens, d'acteurs privés, individus ou entreprises qui vont au-delà de ça, qui, euh, comme disent les spécialistes des institutions internationales, on est dans une optimisation fiscale agressive. On est au-delà de l'évasion fiscale, qui consiste à tourner un petit peu autour de la loi. Hier, c'est-à-dire avant la crise de 2007-2008, on considérait que l'évasion fiscale, c'était pas très grave, que ça concernait quelques grandes personnes très aisées. Aujourd'hui, on comprend qu'y compris l'évasion touche beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, beaucoup de particuliers, et que ça fait perdre beaucoup d'argent aux recettes publiques. Les paradis fiscaux sont l'un des outils grâce auxquels les gens qui pratiquent l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale agressive vont pouvoir réaliser ces fuites d'impôts. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle des paradis fiscaux durant une crise économique? Alors, de manière générale, il y a pas de théorie, je dirais, du rôle du paradis fiscal dans une crise économique. Dans une crise financière, ça reste un domaine qui est complètement sous-estimé. Vous trouverez très très peu d'études, voire aucune étude à ma connaissance, qui relie la crise financière de 2007-2008 et ses suites, la crise de la zone euro, aux paradis fiscaux. Néanmoins, je pense que c'est un sujet extrêmement important et qu'on peut montrer que les paradis fiscaux ont été présents à tous les grands moments de la crise financière de 2007-2008. Je prends un exemple. Dès 2008, l'équivalent de la Cour des comptes aux États-Unis montre que les produits financiers toxiques qui ont circulé dans le système bancaire américain, en grande partie, sont nés aux îles Caïmans. Vous prenez la première banque qui fait faillite au moment de cette crise financière, c'est la banque Northern Rock, c'est une banque anglaise qui fait du crédit immobilier. Eh bien, si vous regardez les comptes de Northern Rock à Londres, vous ne voyez rien du tout. Il faut regarder les comptes de sa filiale Granite, qui est enregistrée à Jersey comme association caritative, pour s'apercevoir que cette banque est passée par sa filiale de Jersey pour emprunter énormément d'argent et qu'au moment où la crise démarre, eh bien, ceux qui prêtent, les autres banques qui prêtaient de l'argent à Northern Rock, commence à paniquer un peu, ne lui prête plus et oblige la banque à être en faillite. Vous prenez la première banque d'affaires américaine qui fait faillite dans cette crise, elle s'appelle Bear Stearns, une banque d'affaires qui, dès le printemps 2008, fait faillite. Regardez les comptes de Bear Stearns à New York, vous ne voyez rien. Il faut regarder les comptes de ces filiales de fonds spéculatifs qui sont enregistrés pour partie à Berlin, pour partie à Dublin, pardon, en Irlande, pour partie aux îles Caïmans, pour s'apercevoir que ce sont ces filiales qui ont pris beaucoup de risques. Aujourd'hui, on considère qu'à peu près que la moitié des flux financiers internationaux, des prêts internationaux, des dépôts internationaux se passent dans les paradis fiscaux. Pardon.